Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Talk, le 20e du nom, le podcast made in Batman Legend. C'est Nico et je suis accompagné de 3 autres membres de la team Batman Legend avec Aliénor Drake. Bonjour, bonjour. Mais aussi Alexandra. Salut tout le monde. Et Siegfried. Coucou. Mais nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes aussi accompagnés d'un nouvel invité. Il fait ses débuts dans le podcast Made in Batman Legends. C'est Thomas Savidan. Salut Thomas. Bonjour. Alors, comme d'habitude, pour nos invités, je te laisse te présenter pour ceux qui, par hasard, ne te connaissent pas déjà. Oh, je pense qu'il y a plein de monde qui me connaissent pas. Donc je m'appelle Thomas Savidan, j'anime avec Siegfried et avec Sonia et d'autres un site qui s'appelle Comics Have the Power. Et donc j'écris depuis, ça doit faire peut-être 3 ans maintenant, sur les comics en général. Et puis en dehors, parce que il faut bien vivre, je suis prof d'histoire géo. Voilà. D'accord. Donc, on va pouvoir parler de l'histoire de Gotham. Non, ça rentre pas dans le cursus. Non. Ça pourrait. J'y réfléchis justement. Ok. Bon, Sur écoute. l'histoire et la géographie dans les comics, donc Batman rentre totalement dedans. Ouais, c'est trop écoute, bien, ça. s'il faut, nous, on soutient totalement l'idée. Hein, Ouais. tu imagines bien. Je retiens pour un futur soutien pour un voyage à New York pour financer des voyages. Voilà, mais on vient pour le voyage par contre. Hein. Oui, on vient, mais on paye pas par contre. Hein. Faut s'entendre à sa définition du mot soutien là. Bon, on va Ok. revoir les choses. Ouais, bon, il y a des choses à fixer, effectivement. Du coup, il est temps peut-être de vous présenter le thème peut-être de ce podcast quand même. Le thème de ce podcast, vous l'avez peut-être vu sur le titre de la vidéo sur YouTube ou du podcast, c'est nos tops 2021 pour Batman. Donc effectivement, puisqu'il y a beaucoup de choses Batman qui arrivent tout au long de l'année. Et puis comme c'est la fin de l'année, c'est bientôt Noël, c'est bientôt le jour de l'an, c'est bientôt la nouvelle année. Et donc, c'est peut-être l'occasion de faire un petit bilan. Alors ce bilan, on va le faire ensemble et puis ça va être super positif parce qu'on va pouvoir parler de tout ce qu'on a aimé sur l'univers de Batman dans un premier temps, puis on fera un petit topo sur les comics de façon générale, voilà. Et puis effectivement, on s'attardera en fin de ce podcast sur nos attentes pour 2022. Voilà le programme de ce soir et je vais entamer du coup avec honneur à notre invité Thomas. Quel est l'un des tops que tu as envie de mettre en avant dans ce podcast? Alors, qu'est-ce qui t'a plu cette année? J'ai fait le tri un petit peu et c'est plutôt à côté de Batman que j'ai trouvé des choses intéressantes plutôt que la série principale. C'est-à-dire, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la série Suicide Squad et les Renégats de Tom Taylor. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je trouvais que on restait à la fois dans la lignée de la Suicide Squad et en même temps il y avait l'apport d'un groupe différent, un aspect politique et vraiment on retrouvait l'idée que n'importe quel membre du groupe pouvait mourir à la seconde. Donc, et les dessins en plus de Bruno Redondo étaient vraiment, enfin il n'y a pas que lui, mais principalement m'ont vraiment beaucoup plu. Et même si a priori les échos sur le tome 2 étaient moins bons, moi jusqu'au bout j'ai aimé. Ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé forcément dans nos podcasts, nos Bat Reviews, et c'est vrai que le tome 2 avait moins plu que le premier, mais le premier, je me rappelle, avait eu un franc succès dans l'équipe. Il me semble que Siegfried, t'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Oui, effectivement, c'était une des premières fois que je disais vraiment du bien d'un comic sur Batman Legend, donc ça, c'est resté dans nos annales. Ouais, il n'y avait pas encore l'alarme à l'époque. Voilà, tout à fait, ouais. Tu m'avais pris de court. Ok, donc c'est vrai, Suicide Squad Renegade de Tom Taylor, c'est vrai que c'est une série intéressante parce que du coup, comme tu le disais, il apporte je sais pas, en fait, il enlève les défauts des séries précédentes, c'est-à-dire qu'il se concentre vraiment sur ce que fait de bien la Suicide Squad, c'est-à-dire une équipe où il y a de l'action, une équipe où du coup c'est des vilains et puis il y en a qui vont clapser, hein, clairement. Et donc c'est vrai qu'il remet un petit peu la Suicide Squad dans ce qu'elle était ou ce qu'elle devrait être plutôt que sur un truc un peu trop linéaire, un peu trop comment dire,
on avait l'impression que le Suicide Squad c'était devenu le nouveau groupe un peu à la mode par moment, et c'est vrai que là, du coup, on revenait un petit peu sur de la vraie Suicide Squad, quoi. Ouais. Qui est un peu déjanté, qui balance un peu dans tous les trucs, quoi. Ouais, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il, pour moi, enfin, j'ai pas lu toutes les séries d'avant, mais pour moi, il revient à l'imprévisibilité de la Suicide Squad, tout en ajoutant son propre élément. Et il revient aux origines de la série, vraiment la série des années 80, qui mêlait l'action et la politique. Et ouais, moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est vrai. Ouais, il est bon pour ça, hein, Tom Taylor. C'est vrai qu'il dans ses séries, il envoie quand même du lourd par moment, surtout dans les trucs un peu avec des personnages un peu comme ça sur le côté, quoi. Ok, Suicide Squad Renegade, du coup, en premier top de ce podcast. Tiens, je vais choisir un autre membre là pour ce soir. Je vais taper dans Alexandra. Alexandra, quel est ton top? Quel est mon top? Donc j'en dis un, c'est ça, chacun autour de rôle dit un Ouais, petit on va passer à tour de rôle. On va chacun en dire un, et puis on va faire plusieurs tours parce que je vous en ai peut-être plusieurs, Ok. sachant qu'il y en a qui vont se rejoindre, hein. Ok, bah du coup, je vais commencer avec une des dernières lectures, parce que j'ai un peu fait pareil le tour de ce qui est sorti cette année. Et une des dernières lectures et un énorme coup de cœur, c'est sans surprise Batman One Night Harley Quinn. Bien sûr. Donc, mais j'ai d'autres surprises. Même de Comme Katana par Stevens. hasard. Mais c'est bon, laissez-moi. Oh, toi, amoureux de Margot Robbie, tu te calmes. Oh, Margot Robbie. Il y a mon collègue à la librairie, Marceau, il est pareil que toi, mais avec l'actrice qui joue dans Spider-Man. J'ai plus son nom. J'ai plus son nom. Ça se voit qu'on n'est pas du tout sur Spider-Man. Zendaya, non, c'est pas Voilà, ça? c'est ça. Parce que quand Ouais. il dit Zendaya, elle a les mêmes yeux que toi quand tu dis Margot Robbie. Donc c'est assez. Mais voilà, j'ai beaucoup pensé à toi. Oui, du coup, j'ai parlé de ça parce que c'est une des dernières lectures et c'est une qui m'a énormément marquée. Donc, c'est Katana Collins et Sean Murphy au scénario, même si c'est énormément de Sean Murphy, hein, parce qu'on retrouve vraiment ce qu'on a pu voir dans les deux derniers, les deux précédents numéros, même si ça peut se lire complètement indépendamment. Et par contre, au dessin, c'est Matteo Scalera qui se met au niveau, même bien plus qu'on peut le penser par rapport au dessin, parce que c'était aussi Sean Murphy qui dessinait dans les deux derniers. Et c'est vraiment génial si on veut lire de façon différente un personnage qui a été énormément traité et pas de la meilleure façon. C'est intéressant au niveau de Batman aussi, parce qu'on retrouve Harley, du coup, qui a perdu le Joker, alias Jack Napier, qui se retrouve maman de 2 enfants, de 2 jumeaux, qui a ses 2 hyènes, qui a un appartement et qui se retrouve avec des facettes assez multiples et différentes, mère, du coup, mère célibataire, qui va devoir avoir un travail, qui est aussi une ancienne vilaine, qui veut devenir une potentielle peut-être héroïne, on ne sait pas, et qui va se retrouver profileuse pour la GCPD. Et tout ça est magnifiquement bien orchestré, avec un lien très attachant avec Batman, de nombreux rebondissements, des costumes assez fous. Voilà, c'est vraiment une super bonne lecture et je ne suis pas la seule à le penser, ça tourne vraiment très bien. Même si je pense que ça a même mieux marché que ce qu'a pu faire Sean Murphy sur Azrael, celui qui m'a moins plu, je dirais. Et j'ai très hâte de ce qu'il peut donner par la suite. Enfin, moi, je suis complètement partante de voir du Sean Murphy sur Ivy, le Pingouin, etc. Et même, j'en parlais cet après-midi au Comics Corner, je suis même partante pour que d'autres auteurs, d'autres scénaristes font la même chose avec leur vision. Par exemple, Daniel Warren Johnson, qui a fait Wonder Woman Dead Earth, ou récemment là, un super comics, donc ça c'est côté Panini, Beta Ray Bill, qui est dans l'univers de Thor. Bah, lui, c'est un auteur avec sa patte, avec son univers, et donc du coup, ça serait génial de voir ce qu'il pourrait faire principalement sur Batman. Et c'est plus ça que j'ai envie de lire en ce moment que forcément des runs, même s'il y a eu des bons runs cette année. Ouais, alors fais attention, ils ont fait ça avec Scott Snyder, on a vu ce que ça donnait, hein. Ouais, non, mais Snyder, j'ai pas cité Snyder, c'est pour une raison. C'est parce que, voilà, lui, en fait, je le mets dans un auteur qui a fait des choses Alors, à il a fait des bonnes choses aussi. non, mais des choses, oui, mais des choses à succès et pas forcément, et des choses assez longues. Là, je te parle vraiment d'un auteur qui a pas forcément touché à Batman avant, qui a une touche assez spécifique et qui vraiment s'impose avec son univers. Alors, je dis pas que Snyder l'a pas fait, sauf que Snyder est rentré dans du Snyder, tu vois. Il fait un peu comme Bruce Willis, oui, c'est ça. Non, comment il s'appelle l'autre acteur que j'aime pas là?
Will Smith qui fait du Will Smith, tu vois. Bah, Snyder, il est D'accord. pareil, il s'est tourné en boucle lui-même, il innove plus, tu vois, il propose plus vraiment son regard, en tout cas, c'est ce que je ressens par rapport aux dernières choses qu'il a faites. Ouais. C'est un top pour vous aussi, ce White Knight Harley Quinn? Moi, je l'aurais cité, oui, Oui, clairement. oui. Ouais. Ouais. Aussi. Bah, Je bah, je l'ai m'apprêtais à pas, le citer. je l'ai pas encore lu. Ah, ben voilà, tu vois ce qu'il te reste à faire, Thomas. Voilà. Je suis en train de consulter mon compte en banque. C'est vrai, ouais. Alors attends, parce qu'avec toutes les idées qu'on va mettre dans le podcast, il va falloir faire du tri peut-être, ouais. C'est Effectivement. exactement ça. Ok, alors maintenant qu'on a bien parlé de ce Harley Quinn, tiens, Aliénor Drake, quel est ton top que tu veux mettre en avant? Alors, j'avoue, hein, j'ai pas lu beaucoup de comics cette Ouais. année. Bon, après, J'ai ça pas peut eu être le autre chose temps. qu'un comics. Moi, j'ai d'autres idées qui sont pas forcément des comics. Ouais. J'avais Harley Quinn, en fait, voilà. Mon gros coup de cœur, c'est celui-là. Parce que vraiment, super. Mais bon, bah voilà, ça a été déjà On fait. a dit qu'on redisait pas la même chose, Aliénor. Oui. Sinon, je peux tricher parce que, en fait, les Batman que j'ai lus, sinon, cette année, ils m'ont pas, les quelques Batman qui m'ont lu, voilà, ça a pas été le gros coup de cœur. Idem en visio, mis à part la Snyder Cut. Donc, je tricherai peut-être pour les contes de Gotham, qui a été fait en décembre, je crois, 2020. Est-ce que je peux? Ah, c'était déjà dans nos coups de cœur de 2020. Ah merde, Déjà dans nos mince, pardon. recommandations de Noël de l'année dernière. Ouais. Oui. Je crois que c'était déjà, ouais, effectivement. Ok. Je me souviens, j'en ai dit du bien et redit du bien et redit du bien. D'accord. Ok. Bon, bah tant pis. On n'en dit jamais assez de bien, je suis d'accord. Bah, après, Zekri proposait que tu prennes Nora et Freeze, mais Non. 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 Non, mais pour ton feu de cheminée. Oui, c'est ça. Ouais, sauf que c'est dans le même bouquin, c'est un peu embêtant. Donc, Bon, ok, d'accord. On va dériver sur les flops de l'année, là, j'ai l'impression. voilà. Ouais. T'as une autre idée Non, du je coup, me rappelle. pour remplacer Sinon, ton top de 2020? sinon, ce serait la Snyder Cut, quoi. Ouais, Voilà. Snyder Cut, Parce c'est vrai que que c'est un gros franchement, en morceau. comics, j'ai refait le tour des j'ai refait le tour, pardon, j'ai refait le tour des comics que j'ai lus de Batman et j'ai pas trouvé d'archi gros coup de cœur, en Mais fait. t'as pas tort, hein, parce que du coup, j'ai refait sur le site Urban Comics, il y a apparaître tous les mois. Et en fait, Pareil, de je me janvier à décembre. c'est ça, et je me souvenais plus en fait les débuts, ce qu'on a Ouais. lu en début d'année, quoi. Enfin, s'il y en a un qui s'en souvient, bah, bravo. Et du coup, et je regardais et j'étais là en mode, alors déjà, il y avait pas forcément grand-chose. Il y a eu énormément cette année d'anthologies ou de rééditions Oui, que je c'est ça. pouvais plus déjà lire. Donc les Batman Mythologie et Batman Arkham qui ont pris beaucoup de place dans le mois. Tout Et à fait. après, en gros titre, il n'y avait pas grand-chose. Donc, Bah ouais, il n'y a rien eu, en ouais, fait. le Harley Quinn, il sauve la mise. Moi, j'aurais peut-être, peut-être on en reparlera, les Joker War qui étaient pas mal ou les Future State. Mais sinon, en gros titre, one shot comme ça. Bah ouais. Et moi, j'ai pas lu les Joker War, j'ai pas lu sur Future State. J'ai lu Grave. Je crois que Batman j'avais the aimé, Graves, mais ouais. j'avais aimé, je crois, mais je m'en rappelle plus. Ouais, Donc je vais pas vous aimé, faire. Ouais. J'avais aimé, mais je m'en rappelle plus du tout de quoi il parle. Enfin, j'oublie assez vite les trucs, moi. Donc, je ne saurais pas en parler. Donc, je dirais oui. Pour moi, c'est la Snyder Cut, mais voilà, c'est pas en comics. C'était le gros coup de cœur. J'avais détesté Justice League que j'avais été voir au cinéma. Et par contre, la Snyder Cut, j'ai regardé d'un trait, je crois, le film entier. J'avais adoré la nouvelle vision, en fait, pour moi, c'était un autre film, en fait, qui avait très peu de choses à voir avec le premier. Peut-être un peu trop de couleurs, peut-être un peu trop de choses, peut-être un peu trop d'éparpillement. Mais sinon, les personnages étaient beaucoup plus approfondis. Notamment justement Flash et son copain Cyborg, qui était vraiment, c'était autre chose quoi que le Justice League qu'on avait vu au cinéma. Donc Ouais, effectivement, ouais.
Effectivement, moi je Ouais. l'avais mis aussi dans les tops, la Snyder Cut, Mm. parce que Mm. je Donc pense voilà. que C'est on ne peut vraiment, pas c'est passer vraiment à le côté. top que je pourrais avoir. Ouais, non, mais je suis d'accord parce qu'on on peut pas passer outre la Snyder Cut. En revanche, je trouve que sur le seul personnage de Batman, la version de Whedon était supérieure à celle de Snyder, parce que Whedon a rajouté beaucoup de scènes avec Batman, y compris pour approfondir le personnage, y compris il y a un long dialogue avec Wonder Woman sur la responsabilité, par exemple. Il y a beaucoup d'apparitions de Batman qui ne viennent que de la version de Whedon et qui ne sont donc pas dans le film de Snyder. Ouais, Donc, mais moi, s'il a produit plein de honnêtement, personnages, voilà, non, mais sur le seul personnage de Batman, évidemment, sur le reste, c'est un enrichissement qui est conséquent par rapport au très mauvais film qui était le film la Whedon Cut ou la Theatrical Cut, mais il n'empêche que sur le seul personnage de Batman, en tout cas en tant que fan de Batman, je pense qu'il faut quand même dire que Whedon avait mieux capté le personnage, il l'avait mieux mis en avant que Snyder, qui était obligé de le mettre un peu en retrait pour mettre en avant les autres personnages, mais du coup son Batman est un peu plus faible parce que pour le coup il ne rajoute vraiment pratiquement aucune scène avec Batman, là où il rajoute beaucoup de scènes pour tous les autres personnages, donc on sent davantage de déséquilibre que dans le film sorti au cinéma, où on sentait vraiment que Batman était le leader, et du coup il avait une position dominante, et on le voyait davantage que les autres. C'est vrai. Mais bon, ça, je m'en fous un peu, en fait, parce que les personnages sont tellement bien. Les autres personnages sont tellement bien approfondis. Mais moi, pour rebondir du coup sur ce que tu disais, Siegfried, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement Batman avait plus de place dans la Whedon Cut, mais mis à part la scène d'intro que j'avais beaucoup aimé, j'avais pas été très friand de ce qu'il avait rajouté, que ce soit dans ses dialogues ou dans les scènes de Batman, les petites blagues à droite à gauche. En fait, pour moi, il a trop dénaturé par toutes ces scènes-là ou tous ces rajouts peut-être le Batman de Snyder et de Zack du coup. Tu trouves qu'il est dénaturé parce que les blagues, elles sont aussi chez Snyder, hein. Beaucoup blagues moins liées à du coup. Il Oui, y mais en a moins du coup. les blagues liées à Batman sont chez Snyder. Il y a plein de blagues qui ont été rajoutées par Whedon dans sa version cinématographique, mais les plus marquantes liées à Batman sont déjà chez Snyder. Ouais, mais je trouve qu'il y en a. Enfin, Je pense que la durée du film fait que tu dois les sentir moins, quoi. Oui, sûr parce que bien sûr. Ouais. Voilà. Il y en a moins au kilomètre carré, disons. C'est ça. Absolument. C'est ça. D'ailleurs, pour ceux qui en tout cas, moi, ça m'a moins gêné, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la Snyder Cut, je vous conseille vraiment de la voir en noir et blanc, puisque elle est disponible depuis assez longtemps. Personne n'a parlé, alors qu'elle est sortie quelques semaines après, à peine après la Snyder Cut en couleur. Est-ce que c'est vraiment mieux ? C'est d'autant plus étonnant que Snyder a toujours dit, enfin, au moins depuis qu'il a sorti la Snyder Cut, que pour lui, le film parfait, c'était dans ce format bizarre du 16/9 et du 4/3 et en noir et blanc. Et on en pense ce qu'on veut. Moi, je trouve qu'effectivement, justement, on peut lui reprocher le travail des couleurs de Snyder est toujours un peu particulier. Et bon, il est quand même pas très consensuel. Il a une gestion c'est pas moche, mais il a une gestion qui est très particulière des couleurs et qui est souvent plus déconcertante qu'elle n'est jolie. En tout cas, il y a peu de plans dont on peut dire, ouais, la couleur, elle est magnifique sur ce plan-là. C'est pas un réalisateur qui essaie de faire de belles couleurs. Il a une autre recherche, mais pas de belles couleurs. Donc c'est vrai qu'en ramenant tout à du noir et blanc, on a davantage l'impression de voir des personnages beaucoup plus erratiques, avec un côté un peu statufiant, qui fonctionne plutôt pas mal du tout. Donc évidemment, quand on a déjà vu la Justice League en couleur, on revoit le même film en noir et blanc, donc on n'y gagne pas forcément énormément. Mais si on n'a plus trop la première Justice League en tête, ou si on l'a jamais vu, je pense qu'à découvrir par le biais du noir et blanc qui est tout à fait disponible, il est sur MyCanal par exemple, sans aucun souci, c'est une meilleure manière de découvrir le film, puisque pour le coup, comme le but de la Snyder Cut c'était comme de découvrir la vraie vision de Snyder, autant le faire avec la vraie version de Snyder, qui est donc cette version dite Justice is Grey en noir et blanc. D'accord, ouais, ok. Effectivement, j'ai vu passer cette info, mais moi je l'ai pas regardé personnellement. Parce que je venais juste de voir la version couleur et que du coup j'ai pas enchaîné avec la version noir et blanc, mais écoute, c'est la souffrance, faut pas que ce soit trop développé non plus quand même, quoi. T'as pas aimé du coup la Snyder Cut, c'est ça ? C'est nettement meilleur que le premier film, mais je trouve toujours ça un peu chargé, quoi. Ouais. Mais après, c'est chargé. Voilà, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est nettement mieux, donc puis ça fait plaisir de voir qu'un auteur a pu finalement faire sa version à lui, donc c'est intéressant. Mais je m'en suis beaucoup ennuyé quand même des fois. Je vais être honnête. Ouais, ok. Au moins tu compenses un peu, tu vois ce qu'on disait de tout à l'heure de la Snyder Cut, mais effectivement c'est un film qui
qui a soulevé les foules pour plein de raisons, avant, pendant, après. Et donc, c'est vrai que, en tout cas, on ne pouvait pas ne pas parler de la Snyder Cut dans les tops de l'année, parce que l'avoir arrivé cette année, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans l'univers du cinéma, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Siegfried, c'est ton tour. De quoi veux-tu nous parler ? Bah déjà, j'aimerais effectivement, comme Alexandra Gaynor, commencer par dire que c'était une année que j'ai trouvé très décevante en termes de Batman. Bah, comme Alexandra, j'ai regardé la page d'Urban en rafraîchissant chaque Tout page, ça à janvier, cause des février, Batman mars. mythologie. Non, quand même pas. Mais ce qui était un peu étonnant, c'est que on a notamment le Black Label qui a été créé il y a exactement 3 ans, et donc on s'attendait à ce qu'il explose avec beaucoup de titres extraordinaires, d'autant qu'il met vraiment en avant Batman. Donc on a eu plusieurs titres du Black Label qui auraient pu être vraiment marquants. Or, Batman's Grave, pour moi, ça a vraiment été une déception. 3 Jokers, ça a vraiment été une déception. Globalement, les quelques titres qui étaient vraiment mis en avant comme étant des approfondissements sur Batman par des grands auteurs n'ont pas été à la hauteur des promesses qui avaient été faites. Et voilà, les grands events, c'était en continuité, c'était Tynion, Williamson. Enfin, j'ai pas du tout apprécié la Joker War, tout le post-King, ça m'a vraiment pas du tout parlé. Donc j'allais chercher plutôt du côté des stand-alone, et là, ça m'avait pas davantage conquis. The World, c'était quand même un peu en deçà. Les anthologies mythologie, ça m'a pas trop parlé. Future State, j'ai trouvé ça plus ou moins bien, mais enfin, je vous renvoie au bedcast qu'on a fait là-dessus. Mais globalement, c'était pas non plus l'événement extraordinaire que ça promettait d'être. Les métals, on n'en parle même pas. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de sorties, et pourtant j'ai trouvé la moyenne beaucoup plus basse que des années précédentes sur Batman, et probablement que l'année prochaine, mais ça on en reparlera sans doute en fin de podcast. Donc un de mes coups de cœur, effectivement, ça avait été la Harley Quinn, contre laquelle je suis passé en greffe, mais qui globalement est quand même une très bonne sortie, vraiment très belle, vraiment solide. Et sinon, je citerai bien les Arkham, parce que c'est quand même une anthologie, une série d'anthologies que je trouve vraiment extrêmement bien faite. Et le contraste est assez frappant avec les mythologies. Enfin, c'est quand même le même éditeur d'ici, puis Urban, qui sort deux formats anthologiques différents, plus ou moins simultanément, et il y a une différence de qualité à la fois dans la sélection des histoires et dans la présence éditoriale, dans les explications, etc., qui est assez flagrante. Et particulièrement peut-être le volume sur Poison Ivy, je n'ai pas tous les volumes en tête, mais il me semble que c'est celui sur Ivy qui quand même avait le plus marqué, parce que c'est Moi, Poison c'est Ivy, pareil. C'est celui que j'ai noté. c'est peut-être le personnage sur lequel on a le moins d'attentes, parce que tous les autres, on les a souvent vus au cinéma, dans les séries, on sait qu'ils ont une histoire qui peut être un peu approfondie. Poison Ivy, elle est souvent réduite à quelque chose de relativement unidimensionnel, et donc avoir cette anthologie pour replonger dans une histoire d'un personnage qui paraît beaucoup plus secondaire que le Pingouin ou le Sphinx ou Harvey Dent, et voir à quel point des grands auteurs comme Neil Gaiman et tant d'autres ont vraiment été captivés par ce personnage. Bon, il raconte un peu toujours la même histoire, mais à chaque fois il se la réapproprie avec des nouveaux codes narratifs, des nouveaux codes graphiques. Donc même si c'est un peu la même histoire, elle est toujours racontée avec une vraie personnalité artistique, une vraie personnalité vectorielle qui fait vraiment plaisir à voir. Et donc ça, c'est vraiment une anthologie que j'ai. Bon, malheureusement, la couverture est beaucoup trop sombre pour ce que c'est, alors que ça aurait pu être. On la met un peu moins sous le sapin parce qu'elle est beaucoup plus glauque que les anthologies qu'on peut avoir, l'anthologie correspondante qu'on peut avoir aux États-Unis. Mais sinon, c'est vraiment une anthologie qui est extrêmement belle. Déjà, il y a une recherche graphique constante dans les histoires qui est présente à Ivy et qui est vraiment assez forte. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des histoires rafraîchissantes, des histoires vraiment extrêmement profondes. Donc globalement, la série d'Arkham est vraiment très bien, et le volume sur Ivy, c'est un peu, pour l'instant en tout cas, on va voir je crois qu'il reste deux volumes à sortir, on va voir ce qu'ils valent, mais pour ce qui est sorti pour l'instant, c'est vraiment un numéro que je conseille de placer sous le sapin, parce qu'il est vraiment assez remarquable. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup en bien de ce Batman Arkham de Poison Ivy. Après, c'est vrai que ces anthologies d'Urban, du coup, on en parle souvent, parce qu'avec les Bat Reviews, il y en a une tous les mois. Chaque mois, il y a une anthologie. Un coup, c'est Batman Mythologie, et un coup, c'est Batman Arkham. Effectivement, on a vu au fil des mois que globalement, tu avais été beaucoup déçu des Batman Mythologie et beaucoup moins des Batman Arkham. Donc, ça ne m'étonne pas que tu choisisses plutôt ce format-là. Mais bon, c'est vrai que après ces formats anthologiques, c'est vrai que c'est assez surprenant, mais moi je trouve que c'est quand même une bonne initiative en soi d'avoir sorti ça, même les mythologies en soi, parce que après il y a des défauts, on le dit assez souvent dans les podcasts consacrés aux reviews, mais ça peut être une idée, en tout cas Urban a essayé quelque chose avec ça.
pourquoi pas maintenant, bon voilà, ils ont fait leur Après, truc. apparemment, ça Il y marche aura autre pas chose. fort. Hein. Ouais. Ah, zut. Mm. Bon, de toute En tout cas, pour façon, les mythologies, ça marche pas trop et ça dépend les librairies, mais même les Arkham trouvent pas forcément leur public. ouais. Moi, ça Bon, m'étonne Raison de pas plus, trop. Hein. raison de plus pour les mettre sous le sapin, parce que c'est Ouais. vraiment des sélections solides, de bonnes histoires. Enfin, c'est vraiment dommage qu'elles aient pas davantage de succès. C'est une vraie bonne mise en avant de ces personnages secondaires. Déjà, Urban a fait le choix de ne pas tout traduire. Il y a plusieurs volumes, Black Mask par exemple, enfin quelques super vilains vraiment secondaires dans les anthologies DC Comics qui ne vont pas être traduites parce que Urban a fait le choix assez logique de restreindre à des personnages beaucoup plus canoniques. Mais donc ouais, ça serait d'autant plus dommage que ces anthologies qui globalement sont vraiment de bonne qualité passent inaperçues. Donc allez les feuilleter, offrez-les, ça fait vraiment des beaux cadeaux, y compris pour des gens qui ne connaissent pas forcément Batman, parce que c'est des bons regards de biais sur Batman et son univers. Ah ouais, je te rejoins. Et, après, moi, j'ai pas lu Arkham, mais j'ai lu 2 Batman Mythologie, et il y en a un qui m'a vraiment bien plu, c'est celui sur la Batcave. Et assez surprenant, de manière surprenante, en fait, ce qui m'a plu, c'est sa vision de la ville. Parce qu'en fait, comme on s'intéresse à où est située la Batcave, et ben quand on est prof d'histoire géo comme moi et qu'on peut pas s'empêcher de se dire bah tiens j'ai peut-être pu utiliser pour un cours. En fait le volume sur la Batcave c'est vachement intéressant parce que tu vois l'évolution de la perception des logements bourgeois qui au départ c'est dans les années 30-40 c'est vraiment un manoir au milieu de la campagne. Donc la noblesse anglaise au milieu de la campagne tout ça. À un moment c'est carrément un et ça, on le voit pas, on voit juste le plan. C'est dommage d'ailleurs. Ça a été au sommet d'un immeuble en plein centre-ville, donc l'urbanisation, etc. Et ensuite, il est plus ou moins proche de la ville, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça, tout cet aspect-là m'a vraiment hyper intéressé. Mais c'est un regard vraiment de biais. Ouais. Tu vois, Siegfried, qu'on peut aimer les Batman mythologie. Ah, ce qu'a dit Thomas, c'est qu'on pouvait y trouver des choses intéressantes et un bon support pédagogique. Il a pas dit que c'était une bonne anthologie en termes d'histoire. Justement, je trouve ça très significatif que la première chose qu'il dit, c'est intéressant. C'est comme quand on sort d'un film et qu'on demande si quelqu'un a aimé, qu'il répond oui, j'ai bien aimé les costumes. Ça veut tout dire sur l'histoire. Putain, mais Nico, pourquoi tu l'as lancé dessus là? Faut l'arrêter, stoppez-le. Ok, stop. Allez, on passe à un nouveau. J'espère que j'ai pas cassé les tympans de nos auditeurs. On passe à un nouveau top. Alors, du coup, c'est mon tour. Alors, on avait souligné juste avant l'initiative d'Urban de faire ces anthologies avec Batman Mythologie, Batman Arkham. Moi, j'aimerais mettre en avant une autre initiative, alors pas forcément d'Urban, mais de DC Comics de manière générale. Pour le Batman Day, c'était le Batman The World. Tout n'était pas bon, on est d'accord. Là-dedans, il y avait du bon, du moins bon. Siegfried, je sais que tu as adoré la version chinoise, mais moi, j'ai beaucoup aimé l'initiative, en fait, et cette idée de proposer un Batman à travers le monde avec, pour réexpliquer ce qu'est Batman The World, c'est des courtes histoires de 12 pages réalisées par plusieurs auteurs de différents pays. Donc, par exemple, 2 auteurs français pour l'histoire française, 2 auteurs chinois ou un auteur chinois pour la version chinoise, 2 auteurs américains pour la version américaine, pareil pour l'Italie, l'Espagne, etc., etc. Donc, il y avait quand même 12 ou 13 pays, je crois. Donc, c'était plutôt intéressant. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette initiative-là. Et comme je disais, tout n'était pas excellent. Mais c'est une initiative que j'aimerais beaucoup retrouver l'année prochaine, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce Batman The World, malgré tout, dans mon top 2021. Oui, c'est un vrai héritier des Batman Black and White en termes d'anthologie qu'on peut offrir à des néophytes et qu'on peut apprécier aussi parce que ça rappelle que les comics peuvent vraiment être enfin que des différents auteurs, différentes cultures peuvent s'approprier les comics et même sur un même personnage raconter des choses radicalement différentes en termes d'histoire, en termes de ton, de graphisme. Et ça, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir à voir pour nous en tant que fans de voir que ça se répète pas forcément, contrairement à ce qu'on peut voir en continuité par exemple. Donc ça prend bien le relais de ce qui était déjà pour moi la grande qualité de l'anthologie Batman Black and White. Donc oui, même si je suis très sceptique sur la moyenne de la qualité de ces volumes, je suis quand même très curieux de. Enfin, je souhaiterais qu'il reproduise l'initiative, peut-être en étant un peu plus sélect sur les histoires qu'ils prennent. Ouais, je suis d'accord aussi, surtout. En fait, le problème, c'est que certaines histoires rentraient complètement dans des stéréotypes liés au pays.
Et ça manquait pas mal de nuances, ce qui était un peu dommage. Après, vous l'avez bien dit, hein, c'était un premier, donc ça se trouve que ça peut très bien évoluer et que selon comment il a marché, il pourrait y avoir ça plus régulièrement et d'une façon un peu plus prise de risque. Mais voilà, tout ce qui était les récits autour du Japon, de la Chine, c'était vraiment très très bas au niveau. Ouais. Ouais, c'est vrai que je sais que ce récit n'a pas trouvé son auditoire. Ses lecteurs. Thomas, tu l'avais lu, Batman the World? Et ben non, malheureusement, parce que j'ai eu des échos relativement négatifs. Donc, puis le projet me tentait pas tant que ça. Donc, les deux cumulés font que non, je ne l'ai pas lu, malheureusement. Tu as passé ton tour, ok. Du coup, Thomas, garde la parole, c'est ton tour, tu vois. À toi de nous proposer un autre top, si tu en as encore dans ta manche, ou au moins qu'on ait tout écumé, c'est possible. Hein. Mais si tu as d'autres tops dans ta manche, vas-y, tu peux... Alors, j'en avais un autre, parce que... Alors, j'ai oublié quand c'était, mais je crois que c'est en février. Il y a eu le dernier tome des New Teen Titans qui est sorti. Tout à fait. Et ça, c'était fantastique, quoi. Il y a eu... Donc, ça fait 4 volumes qui sont sortis. Et alors c'est vrai que les débuts, le premier tome, on peut trouver ça vraiment un peu daté, avec des personnages assez lisses et unilatérales, etc. Mais au fil des tomes, alors le scénario de Marv Wolfman devient de plus en plus intéressant parce que les personnages sont de plus en plus intéressants. Et en plus, c'est mythique parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que Robin, que Dick Grayson devient Nightwing. Et vraiment, c'est fantastique, quoi. Le dernier tome, il y a justement que Dick, il n'y a pas d'identité secrète. Il y a tout un épisode où il est que détective. Il recherche les parents de Wonder Girl. Donc il y a absolument rien de super héroïque. C'est presque un polar, mais une enquête. Et les dessins, en plus de Georges Pérez, sont magnifiques. Donc, vraiment, je vous conseille cette série. Les New Teen Titans, c'est vraiment génial. Alors, je sais pas exactement comment ça a vendu. Je trouve juste dommage qu'il s'arrête au tome 4, qui doit correspondre, si j'ai bien compris, au départ de Georges Pérez. Mais Marv Wolfman, il continue comme scénariste après. Et je crois qu'ils n'ont pas l'intention de publier pour l'instant la suite. Et moi, j'aurais bien envie de lire la suite. Oui, ça faisait partie de mon top aussi, parce que notamment, on en avait parlé quand c'était sorti, mais le contrat Judas, pour moi, c'est vraiment une des grandes histoires des comics, parce que juste le personnage de Tara est absolument fascinant. Enfin, quand on se rend compte Marv Wolfman a quand même décidé d'introduire une jeune fille dans cette équipe de super-héroïnes, et la jeune fille est parfaitement aimable, y compris pour le lecteur. C'est quelqu'un d'assez adorable, qui se cherche, et tout le monde essaye de se soutenir. Enfin, il crée vraiment une belle famille, pour tout à coup, au bout de 5 ou 6 numéros, dévoiler que Tara est la dernière salope, enfin, il faut le dire quand même, elle trahit tout le monde, elle insulte tous ses supposés amis, elle essaie de les tuer, elle dit qu'elle a couché avec Deathstroke, elle fume, enfin, c'est vraiment une... Elle se maquille. Oui, bon. C'est assez dingue qu'à cette époque, on pervertisse à ce point un personnage innocent qui en plus est extrêmement jeune. Et je crois qu'on n'a jamais aussi bien montré la perversité d'un personnage dans un comic que ce personnage de Tara à cette époque. Enfin, c'est vraiment une des idées les plus audacieuses des Teen Titans et du comics de cette époque en général. C'est vraiment un comics à lire. Donc le tome 4, c'est assez incontournable. Je l'avais pas acheté sous faute de budget et puis de temps, mais du coup, je crois que vous m'avez donné envie, je vais l'acheter. Faut juste pas se laisser rebuter par les premiers tomes, par les premiers épisodes, ou à la rigueur même peut-être par le tome 1, qui peut paraître un peu naïf, mais au fil du temps, et moi j'adore ça d'ailleurs, quand en fait c'est peut-être maladroit au départ, et que tu vois un duo d'artistes qui petit à petit prend ses marques et te propose un truc qui est à chaque épisode de mieux en mieux. D'accord. Ok. Oui, tu peux commencer avec le tome 4 directement, qui est le meilleur. Et bon, tu connais le personnage tout de suite, mais ça se fait quand même assez bien. Ouais, il y a juste 3 et 4, parce qu'il me semble que le contrat Judas, il se termine dans le tome 4, mais le personnage de Terra, il apparaît dans le tome 3, donc c'est peut-être bien d'avoir tome 3, ouais, c'est bien d'avoir le 3 et 4, quoi. Ok. On t'a économisé 2 tomes, quand même.
Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc les précieux conseils de Thomas et Siegfried du coup pour le The New Teen Titans. Bah écoute, du coup, je crois que c'est au tour d'Alexandra de nous présenter un nouveau top. Un nouveau top. Ouais, top. Je sais pas, parce que du coup, on en a quand même un petit peu parlé. On a commencé, on en a évoqué pas mal là. Mais Ouais, bah ouais, surtout parce que, que comme on l'a dit, c'est pas une année, je trouve, avec beaucoup de choses. Par exemple, il n'y a pas de gaming, de jeux vidéo, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Côté Non, film, non. il n'y a pas eu grand-chose parce qu'avec la pandémie, ça a tout été décalé. Donc c'est vrai que c'est une année, il y a Côté beaucoup film de animé, comics. on n'en parlera Film pas. animé, Non. film animé. Moi, j'en parlerai un petit peu. J'en parlerai un petit peu quand même. Mais, Non, mais du coup, ouais, pas forcément. Je vais juste, je m'étais noté Batman Arkham et notamment celui d'Ivy que j'ai beaucoup aimé. Après, il y a celui sur l'épouvantail que j'ai très hâte de lire en février ou en mars, je Ouais, crois, tout à fait. parce que ouais, alors là, tu débordes sur l'année prochaine, Alexandra. Oui, je sais, mais c'est pour ça que j'ai dit l'année prochaine. Il faut m'écouter, Nico. Oui, mais nous, on veut un top pour 2021, Alexandra. Tu viens de le dire, il n'y a rien. Non, après, voilà, on l'a vite fait citer, mais Joker War, moi, pour le coup, j'avais plutôt bien aimé, même si c'est pas. J'ai pas forcément envie de juste faire un focus dessus, parce que, tu vois, par rapport à ce qu'on a cité autrement, ou Batman Harley Quinn, c'est pas. Voilà, c'est pas forcément très transcendant. Les Future State, c'est cool. Je mentionnerais pas du tout Free Joker parce qu'il faut complètement pas passer dessus. Enfin, vous pouvez le lire, mais c'est pas vraiment un top. Et je sais pas, peut-être en truc cool et fun et en cadeau de Noël, ça va être le dernier truc que je m'étais noté, c'est Joker and the Mask. Enfin, Batman Joker and the Mask qui était plutôt cool. On en a parlé dans le dernier Bat Reviews, je crois. Oui, c'était le dernier. Donc voilà, il y a deux récits. Il y a un récit vraiment très old school avec. Oui, Joker versus The Mask qui est C'est sorti ça, chez ouais, Urban. voilà, versus The Mask, ouais, c'est ça. Donc le premier numéro est très old school, version série animée de 92 où le Joker porte le masque, du coup The Mask, et fait plein de bêtises et complètement démentiel. Donc petite histoire assez sympa, good vibes, qui passe très bien. Et la deuxième est très hardcore, très très prenante et assez différente, avec Lobo, donc aussi personnage cool si vous n'avez pas l'occasion de le découvrir ailleurs. Voilà, ça pour le coup c'était une petite découverte où j'ai passé un très très bon moment et une bonne idée de cadeau de Noël pour changer des classiques, je dirais. Un cadeau, y a-t-il une limite d'âge pour Joker The Mask? Siegfried, peut-être sur le numéro avec Lobo, je Oui, pense. complètement, oui. Ouais, Déjà mais parce que j'ai pas l'âge, je saurais pas dire combien. Déjà, enfin, il y a un humour méta qui est pas forcément facile à appréhender pour un enfant. Je pense qu'il y a un moment, c'est juste trop délirant pour que ça parle vraiment à un enfant. Et puis, en plus, bon, c'est vraiment hyper violent et il y a un décalage qui se fait par l'excès de violence, mais je sais pas à quel point un enfant peut y être sensible. Donc, clairement, offrez plutôt ça à vos amis adultes ou adolescents plus qu'à des enfants proprement parler. C'est un peu traître parce que quand on voit la couverture et quand on voit le The Mask, on se dit tiens, ça va être sympa. Et puis on feuillette, on voit que les premières pages, ça paraît quand même assez enfantin, cartoony, donc ça pourrait faire un chouette cadeau un peu déjanté pour un enfant. Et puis cette deuxième histoire qui en fait est nettement meilleure que la première, mais ne convient pas du tout au même public, ce qui est un peu dommage. Donc faites-le vraiment par rapport à votre enfant si vous pensez l'offrir, mais à mon avis, c'est à déconseiller à un enfant parce que même s'il peut être assez mature pour ne pas être choqué par ce qu'il lit, il va pas forcément le comprendre ou l'appréhender comme il le faudrait. Mais par contre, ça fait un super cadeau pour un public plus adulte qui saura vraiment apprécier la seconde histoire à sa juste valeur. C'est du Alan Grant, on retrouve vraiment une espèce d'esprit indie britannique sans concession, et ça c'est vraiment super chouette. Ouais, tout à fait. Joker The Mask. Tiens, Aliénor, as-tu un autre top à nous proposer? Éventuellement, le dernier que je peux sortir de mon sac, ce serait Criminal Sanity. Je sais que certains n'ont pas trop apprécié, je pense. Je crois qu'on avait plutôt aimé, il me semble. Ah d'accord, ok. Non, mais comme personne l'a cité dans son top, je me disais t'as que le droit de le citer. en fait, alors je l'ai pas cité tout à l'heure parce que je l'ai pas fini. Donc voilà, il est en cours de lecture, je suis un peu à la bourre.
donc il est en cours de lecture, mais on attend. Mais par contre, bon, bah, pour l'instant, bah, je trouve que c'est un truc qui sort du lot. Voilà. Surtout niveau graphique. Niveau graphique, c'est du photoréalisme. Un style que j'aime bien avoir de temps en temps. Pas tout le temps, hein, c'est sûr. Mais à retrouver de temps en temps, c'est très agréable, je trouve. Enfin, je trouve ça original, j'aime bien. Surtout que là, c'est du beau photoréalisme. Des fois, ça peut être moche, mais là, c'est très bien réussi. Ensuite, niveau approche aussi, ça rejoint un peu l'avis que j'ai au sujet de White Knight Harley Quinn. C'est une nouvelle approche aussi d'Harley Quinn et du Joker. Donc voilà. Pour moi, je pense que ça fait pour le coup un bon cadeau de Noël, dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on retrouve partout. C'est un Et essai. toujours pas pour des enfants, par contre, je crois. Non, pas vraiment. Moi, ça me fait penser un peu à Hannibal, la série, parce qu'il y a des mises en Après, scène Après, je suis de pas sûre mort. qu'on fait ce podcast pour les enfants. Non. Pas certaine. Non, pas vraiment. Merci. Mais Ok. bon, quand on parle d'idées cadeaux, des fois, on peut se dire, ah bah tiens, pour un enfant, je vais prendre Bah tel ouais. bouquin. Mm. Ces deux-là, peut-être Alors, pas là. alors Plutôt les enfants, vous avez les contes de les Gotham. enfants, Voilà, bah fini. oui, Voilà, c'est les ça, contes c'est de ce que Gotham. j'allais dire. Tu vas chez Urban Kids, tu fermes les yeux sur les autres trucs, tu vas juste dans ce rayon-là. Et pour Marvel, t'as Marvel Kids, parce qu'ils sont pas fait chier pour les noms. Autant elle est efficace, et puis voilà. Hein. Voilà, tout à fait. Ça, c'était le conseil lecture pour les enfants. Siegfried, as-tu autre chose à mettre en avant dans ce top Batman 2021? Eh bien, oui, il y a un comics. Je pense que certains d'entre vous n'y avaient pas pensé parce qu'il n'est pas référencé sur le site d'Urban, alors que quand je vais le dire, ça paraîtra une évidence à certains. Mais c'est le Shadow of the Batgirl en Urban Link. Je l'ai pas lu, donc je ne pouvais Donc, pas le mettre, mais on en avait c'est vrai qu'il on y a eu avait des dit bons avis. On avait dit beaucoup de bien dans l'émission qui était consacrée et qui parle de Cassandra Cain dans un sans évoquer Batman. Et pour le coup, Urban Link, c'est vraiment une série, une gamme sur laquelle on est globalement assez sceptique. Il y a vraiment de très mauvaises choses. Il y en a quelques-unes qui sont très bien, notamment le Harley Quinn, on s'en souvient, qui avait vraiment lancé la gamme de façon assez tonitruante. Mais ensuite, il y avait des choses vraiment, bon, on reparlera pas, c'est des titres absolument immondes qui nous ont tous choqués dans Non, dans on a l'équipe. dit qu'on restait sur du positif. Siegfried. Voilà, on va essayer de rester sur du positif, mais Shadow of the Bad Girl, c'est vraiment un titre. Bon, déjà, c'est assez super. Donc, c'était par Sarah Kuhn et Nicole Gu. Et donc, Cassandra Cain, je vous rappelle, c'est la fille d'un assassin qui, depuis qu'elle est enfant, est formée à être assassine. Et elle essaye de fuir son père pour se refaire une vie, en fait, tout simplement pour expérimenter autre chose. Et elle est accueillie dans un environnement extrêmement bienveillant, dans une bibliothèque où elle rencontre Barbara. Et elle va vraiment apprendre cette jeune ado fugueuse, mais avec une espèce de tempérament assassin, en tout cas un passif assassin, qu'il y a d'autres voix que celle de son père. Il va vraiment réussir à retrouver sa voix. Et l'histoire est d'une immense fraîcheur. C'est vraiment très très agréable à la fois pour la formation psychologique du personnage et du point de vue graphique. Et c'est vraiment un roman, bon, un roman graphique, on va dire entre guillemets, qui fait plaisir à voir parce que c'est un peu le genre d'ouvrage qui donne son sens Urban Link. On est complètement dans la gamme Urban Link, c'est-à-dire que c'est vraiment du récit d'adolescence et du récit qui parle pour adolescents qui parle de l'adolescence. Et alors que franchement, il y a d'autres volumes d'Urban Link qui ne remplissent pas forcément très bien ce contrat, mais en même temps, ça raconte une vraie histoire et même graphiquement, ça fait partie des choses qui peuvent susciter beaucoup de plaisir, je pense, chez des lecteurs même adultes. Donc, je recommande vraiment très chaleureusement ce Shadow of the Batgirl chez Urban Link. Tout à fait. Et là, ça convient pour des enfants, donc du coup. Shadow of the Bad Girl, donc Urban Link. Effectivement, c'est vrai qu'on le voit pas sur le site d'Urban parce que c'est pas référencé comme une sortie Urban, mais comme une sortie Urban Link. Je crois que c'est mon tour. Alors du coup, j'ai plusieurs choses, mais c'est vrai, on a dit qu'on ne parlerait pas de 3 jokers parce qu'on a été déçus quand même si c'est pas si mauvais que ça, mais c'est peut-être pas un top. Future State Batman aussi, c'était plutôt bon, mais assez irrégulier. Et en fait, tout à l'heure, tu disais, Siegfried, qu'on ne mettrait pas de film animé. C'est vrai qu'on a été plutôt déçus, globalement, sur les films animés sortis cette année. Pourtant, faut rappeler qu'il y a quand même eu la sortie de Batman The Long Halloween en film animé, ce qui est même... The Long Halloween, c'est quand même un récit qu'on adore tous. Bon, malgré ça, on a été déçus parce que y a plein de choses qui
pour des amoureux du récit originel tel que nous a déçus. Mais j'aimerais quand même mettre en avant un autre film animé moi, je me suis dit que j'allais mettre en avant des choses un peu originales, tu vois. Tout à l'heure, je voulais mettre Batman The World, l'initiative de Batman The World en avant. Cette fois, j'ai envie de mettre l'initiative de l'animé Batman Un deuil de la famille en avant, parce que proposer, du coup, cette idée d'interaction entre le récit, entre l'histoire du film animé et la personne qui visionne le film, je trouvais ça intéressant. Surtout que c'est pas si mal fait que ça. Et que du coup, j'ai trouvé ça vachement pas mal. Donc voilà, Batman Un deuil dans la famille, un film animé qui reprend donc grosso modo l'histoire de Batman Un deuil dans la famille, le récit le comics de 87, je crois, si je me mets 88. Et c'est vrai que après, ça prend certaines libertés parce que, du coup, on explore plusieurs visions. C'est-à-dire que pour reprendre l'histoire, c'est vrai que on avait dans Batman de la famille un choix qui avait été proposé aux personnes qui lisaient le comics à l'époque, d'appeler un numéro pour décider si Robin, à la fin du récit, allait mourir ou pas. Et c'est vrai que l'histoire a fait que les lecteurs ont décidé de tuer Jason Todd. Et en fait, là, du coup, ils ont joué avec ce principe-là pour nous proposer un film animé où chaque choix des personnages vont être dictés par la personne qui visionne le film. Et donc, on a plusieurs scénarios différents. Le film en soi est pas très long, mais comme il y a beaucoup de scénarios à explorer, moi, je me suis amusé à tous les faire. C'est vrai que, du coup, il y a des choses intéressantes, d'autres un peu moins, comme toujours, mais j'ai trouvé l'idée et l'initiative plutôt intéressantes. Et donc, j'avais envie de le mettre dans ce top 2021. Voilà, ce film animé Batman Un deuil dans la famille. Personne pour réagir, c'est ça. J'ai vu aucun des deux animés. Je suis assez inculte sur les animés DC, quoi. J'en ai vu quelques-uns que je trouvais très bien, mais j'en ai vu très peu. Donc je n'ai pas osé intervenir. Non, mais tu fais bien. Mais je vois que Siegfried, Aliénor et Alexandra sont pas très emballés par l'idée de mettre. Bah si, en fait, tu m'as donné envie. Donc, oui, je t'ai donné envie, mais tu l'as pas vu, c'est pour ça. Ah non. C'est que j'ai pas réussi à convaincre ceux qui l'avaient vu. C'est complètement. Ouais, c'est passable pour moi. C'est pas. Ça m'a pas marqué. Ni Allons Halloween ou après moi c'est compliqué pour moi ça parce que c'est mon comics préféré. Enfin, c'est-à-dire quand on me dit ton comics Batman ou le comics que tu conseilles pour un mec qui n'a jamais eu Batman, je dis tout le temps Allons Halloween parce que pour moi c'est sacré. C'est Tim Sale, c'est. J'ai pas mis Allons Halloween. J'ai pas mis Allons Halloween dans le top. Hein. Ouais, non, mais pour l'initiative. T'en as parlé et tout, et donc voilà. Et puis pour l'autre, ouais, l'initiative, elle était cool. Je pense que j'avais fait un article dessus, mais en vrai, ensuite, quand t'as fini, quand t'as fait, déjà, c'est un peu, tu fais tous les trucs, etc. Donc c'est vrai que c'est une expérience différente que juste poser et regarder un film. Mais ensuite, ça n'a plus grand intérêt, en fait. Et c'est bien dommage. Tu vois, ça. Je pense que ça aurait été plus pertinent peut-être de faire un peu moins d'alternatives et des alternatives qui auraient permis que ça dure un peu plus longtemps dans le temps. Là, voilà, moi je l'ai fait une fois, je t'avoue, je ne me le suis pas regardé, alors que d'autres films assez classiques de films d'animation il y a longtemps, comme Batman Year One ou Batman et Robin, ça je me les regarde avec plaisir, mais ça je ne le referai pas parce que je l'ai déjà fait. Tu vois, mais après, c'est mon expérience à moi. Hein. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je voulais mettre en avant cette initiative. Est-ce que vous avez d'autres top Batman à signaler? Du coup, comme on a quand même on a quand même écumé pas mal de choses, peut-être qu'il n'y aura rien d'autre à relever. Moi, j'ai quand même encore un truc à relever. Mais si vous avez autre chose, je vous laisse la parole. Moi, c'est bon. Moi aussi. Ok. Aliénor, Siegfried, quelque chose à relever ou c'est bon pour vous aussi? Non, juste dans les autres comics, j'ai peut-être un petit avis dans les comics hors Batman. Ok, on va y passer. Moi, j'ai encore un petit truc et demi à signaler. D'abord, pour dire que j'ai bien aimé l'opération d'été d'Arkham, d'Urban, parce que
elles sont pas toujours si concluantes, d'autant que l'année dernière, on se souvient qu'il y avait beaucoup de reproches sur la qualité des histoires, même si les histoires elles-mêmes étaient quand même très bien sélectionnées. Bon, là, il y a eu un problème sur le fait que les titres avaient été changés depuis leur VF traditionnelle vers nouvelle VF. Les Passions d'Arkham qui devenaient là l'asile d'Arkham, alors que ça n'avait rien à voir avec Arkham Asylum, par exemple, on s'en souvient, ou les noms des auteurs qui n'apparaissent pas sur la couverture ou sur la tranche, ce qui fait qu'on n'identifie pas forcément ce qu'on va acheter. Ça, c'est un petit peu fâcheux. Mais c'était une belle occasion, notamment les Passions d'Arkham, qui étaient très bien, Batman vs Bane, qui était très bien, Batman vs Deathstroke, qui était pas mal. Enfin, c'était une assez jolie opération d'été dans l'ensemble pour la sélection, et celle de l'année prochaine s'annonce vraiment très bien aussi, puisqu'on aura quand même du Year One, du The Dark Knight Returns, du Arkham Asylum, enfin beaucoup de vraies histoires vraiment canoniques, vraiment puissantes, à 4,90 €. Donc ça donne plutôt envie, qui sortiront évidemment opportunément l'année de la sortie du film Batman, mais c'est assez fort de voir des récits pareils dans une sélection 4,90 €. Donc Urban réussit plutôt bien ce côté-là. On verra comment c'est édité, mais globalement c'est plutôt réussi. Et je voulais juste signaler que j'avais été très agréablement surpris quand même, et par le Fortnite, le Batman Fortnite Zero Point, je sais plus comment ça a été traduit le premier, français. le premier tome du coup. C'est Oui, point zéro. point zéro tout simplement. La suite était beaucoup plus décevante, mais le premier tome était vraiment très surprenant parce qu'on s'attendait à une pure appropriation opportuniste de l'univers de cet univers de Fortnite par Batman, et en fait déjà graphiquement c'était extrêmement solide, et même scénaristiquement c'était vraiment très soigné, avec cette histoire de Batman qui tombe dans l'univers de Fortnite et qui du coup en découvre certains des codes, et c'est fait d'une façon assez ludique. Il découvre qu'il ne peut pas parler, qu'il faut pas trop s'exposer sur des snipers. Enfin, il appréhende ces codes-là pour vite devenir un combattant, que le monde est une boucle qui se régénère toujours au bout d'un certain nombre de minutes. Et donc déjà c'est assez ludique, assez rafraîchissant, plutôt chouette. Mais en plus quand il rencontre Catwoman et qu'il essaye avec Catwoman de renouer une relation chaque jour, à chaque boucle, pour qu'il s'allie et essaie de s'en sortir ensemble. Il y a vraiment quelque chose de la relation passée entre Batman et Catwoman qui passe et qui donne lieu à quelques plans qui sont vraiment romantiques, enfin qui sont vraiment très chouettes pour tous les fans de ce couple. C'est vraiment chouette de les retrouver à ce point bien représentés dans ce qui est que un Batman Fortnite. Enfin, c'est vraiment pas le genre d'histoire pour lequel on aurait la moindre attente, surtout la moindre attente émotionnelle, et qui se poursuit en très chouette aventure. Donc c'est vraiment dommage qu'ils aient foiré à ce point-là la suite. Mais le Batman Fortnite, c'est vraiment une surprise très très surprenante, et pour tous ceux qui, comme je l'aurais sans doute fait si je n'appartenais pas à Batman Legend, ont passé leur tour en se disant bon voilà, c'est du Fortnite. En plus ils ont mis un code Fortnite dedans, donc c'était juste pour vendre ça à des gosses qui ont utilisé le code Fortnite pour avoir un skin exclusif dans le jeu, mais c'est sans intérêt. Je vous conseille quand même d'aller jeter un œil, parce que c'est bien meilleur que ça n'en a l'air. Oui, c'est vrai, on l'avait déjà dit au Bat Reviews, et c'est vrai que c'était une bonne surprise. Alors du coup, pour conclure cette partie sur les top Batman, moi j'ai envie de citer un fan film Batman qui se nomme Dying is Easy. Donc mourir est facile, hein, on va dire ça comme ça en français. Parce que ça sonne mieux en anglais quand même, hein, on va le laisser en anglais. Ouais. Bon, après, c'est mon accent anglais aussi, donc j'ai voulu traduire pour que vous puissiez comprendre si jamais j'ai mal prononcé. Mais c'est vrai que c'était un fan film. Alors j'en avais parlé sur Batman Legend. Vous pouvez retrouver l'article facilement en tapant dans la barre de recherche Dying is Easy ou fan film Batman, parce que je trouvais cette production, alors, c'est un fan film produit d'une manière assez costaud quand même par un groupe américain qui est pas à son coup d'essai, qui a fait plusieurs films, fan film Batman, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vachement sympa ce fan film, et je voulais le mettre en avant parce que au final c'était bien sympa. C'est un petit fan film qui dure une bonne vingtaine de minutes, et c'était très agréable à découvrir. Je vous n'en dis pas plus. Bon, forcément c'est pour les personnes qui sont un peu à l'aise avec la VO, parce que c'est pas traduit en VF, mais en tout cas c'est assez sympa. Oui, puis il y a la grosse surprise de retrouver Michael Madsen, qui est un acteur qu'on connaît très bien pour ses collaborations avec Tarantino, et qui en jette vraiment, et qui là joue Bullock dans un fan film. C'est totalement inattendu, parce qu'on a vraiment un grand acteur hollywoodien, et effectivement quand on le voit à l'écran, même si on le reconnaît pas forcément parce qu'il a quand même bien grossi depuis ses rôles importants pour Tarantino, enfin il a vraiment une présence à l'écran, et c'est assez dingue de retrouver un acteur pareil dans un fan film jouant Bullock, et il campe vraiment super bien ce Bullock. Donc même si il y a des choses à reprendre globalement sur le court-métrage, c'est rien que ça, c'est vraiment une surprise qui vaut le coup de regarder ce film gratuitement sur YouTube. Ouais, je suis en train de le regarder tout en discutant, et c'est hyper impressionnant le début, quoi. Je pensais que ce serait un truc avec 2 € et puis 4 centimes. Ah non, c'est un bon fan film. Hein. Ah ouais.
ça donne envie. Hein. Je pense que je vais regarder ça dès qu'on a fini de discuter. Ok, ben voilà, tu vois, au moins déjà cette idée aura au moins fonctionné pour une personne. Et ça me coûtera rien. Je vous propose d'enchaîner. Ils avaient récolté 68 000 €. Ouais. Donc, ouais, il y a quand même du budget. C'est pas mal, mais c'est pas beaucoup pour un acteur comme Madsen, dont le seul cachet devrait coûter normalement beaucoup plus de 68 000 €. Donc voilà. Ouais, bon, ils ont dû trouver d'autres avantages. Ouais, on va pas rentrer dans ce genre de discussion. Non, je n'irai pas plus loin dans cette phrase. Du coup, effectivement, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table sur nos top comics global, hors Batman y compris. Je commence avec Aliénor. Aliénor, qu'est-ce que tu voudrais nous proposer ? Oui, merci. Eh bien, alors moi, c'est pas une nouveauté, mais c'est une réédition. Alors, c'est pas Urban, c'est chez Panini, enfin Marvel, ouais. C'est Daredevil. Ça m'étonne de toi, mais voilà, c'est Daredevil de Bendis et Maliyev. Bah oui, c'est pas étonnant, hein, parce que je suis une grande fan de Daredevil, en plus de Batman, et encore plus cette version de Bendis et Maliyev. Donc là, je rêvais qu'ils ressortent en belle collection, parce que je les avais en pas très beau. Donc je rêvais qu'ils ressortent en une collection assez esthétique, assez belle. Et donc voilà, ils ont sorti le premier cycle et qui, voilà, je ne peux que vanter la lecture de cet arc qui montre un Daredevil très très émouvant, qui est puissant, qui est très psychologique, voilà, et puis surtout l'œuvre de Maliyev qui au dessin est absolument magnifique en fait. Enfin voilà, c'est typiquement le style de dessin que j'aime. Donc voilà. Enfin, désolée, j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On te sent sous le coup de l'émotion. Ouais, non. C'est le coup de la fin de journée, je pense. Mais bon, l'émotion peut-être aussi, parce que c'est vraiment une histoire qui me tient à cœur. C'est un peu ce qui m'avait fait découvrir Daredevil en plus de Frank Miller. Et c'est fantastique. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Ouais. Thomas, tu voulais réagir, justement ? Ouais, moi je l'ai lu, je l'avais emprunté à la bibliothèque il y a très longtemps. Ouais, c'est magnifique, hein, les dessins sont vraiment splendides et puis c'est vraiment à la fois le héros urbain mais qui est plongé dans des problèmes sociaux et des problèmes d'identité. Ouais, c'est magnifique. Tout à fait. Alors moi je l'ai pas lu, mais ça fait partie des lectures que j'aimerais aborder. Donc bon, on verra. Est-ce que tu dois du coup partir, Aliénor, c'est ça, ou tu veux rester jusqu'au bout ? Je sais que tu étais un peu limite niveau timing. Oui, c'est ça. Je suis désolée, je suis limitée, donc je vais devoir y aller. Ouais. Alors pour ta sortie, regarde, je t'ai trouvé un petit son pour accompagner ta sortie. Oh là là, magnifique. Ça, je peux l'écouter en boucle, tu vois. Alors, on va peut-être pas le mettre en boucle pendant 10 heures, comme on peut le trouver sur YouTube, mais voilà. Écoute, Aliénor, merci pour ta participation. D'ailleurs, vous avez vu que Feiji a confirmé que Charlie Cox revenait dans le MCU. Oui, c'est magnifique. Oui, on a vu ça. Ouais. Je suis un peu groupie, c'est comme Nico avec Margot Robbie, moi c'est avec Charlie Cox, voilà. Ça se comprend. Donc merci, et merci les copains, et puis bonne continuation de ce podcast. Merci, c'est bientôt fini en plus. Allez, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Ouais. Du coup, Thomas, toi, quel est ton top comics de l'année 2021 ? Alors, moi j'en ai deux, parce que je suis toujours gourmand, et deux qui sont très différents. Alors, il y en a un qui se passe dans le présent. Je l'attendais depuis très très longtemps, parce que j'en avais entendu parler par l'auteur, le scénariste Joshua Dysart. Et ça venait toujours pas en français, parce que la signature des contrats avec la maison d'édition, c'était un bordel sans nom, et il laissait traîner. Et c'est chez Panini Comics, et ça s'appelle Goodnight Paradise. Et donc ça se passe à Los Angeles. C'est tellement bien. Ah ouais, non, c'est incroyable. Mais pas Los Angeles qu'on connaît, parce qu'en plus c'est un quartier assez connu, Venice Beach, où on voit souvent dans les films avec la plage, et vous voyez le
sur le côté avec souvent il y a des gens qui font du sport en vélo, etc. Enfin, l'image idyllique. Sauf que là, on est du côté d'un SDF. Qui en plus, clairement, il est alcoolique et il a des problèmes mentaux. En fait, il mélange sans arrêt ses pensées, ce qu'il croit voir et la réalité. Et on suit en même temps le récit d'une fille qui a été tuée et qui est aussi membre du groupe des SDF ou de la communauté des SDF. Donc en fait, les flics n'ont strictement rien à faire. Ils enquêtent à peine, ils s'en fichent, et lui il dit non, c'est pas juste. Elle a été retrouvée dans une ordure, on n'est pas des ordures, et il faut que je trouve qui c'est. Et donc on a un SDF alcoolique avec des gros problèmes mentaux qui cherche à mener une enquête. Donc forcément c'est extrêmement compliqué pour lui. Et on plonge à la fois dans la vie d'un SDF, la vie d'un quartier, et dans l'envers d'une enquête policière. Donc c'est vraiment, enfin c'est incroyable. C'est un des plus beaux comics que j'ai lu de ma vie. C'est incroyable. Donc il y a ça. C'est édité chez qui? Chez Panini Comics. C'est donc Joshua Dysart et Alberto Ponticelli. Et ça, c'est Goodnight Paradise. C'est magnifique. Et complètement à l'inverse, un récit de science-fiction de Ali Wing et de Simone Di Meo. Ça s'appelle We Only Find Them When They're Dead. Et c'est un récit de science-fiction où, en fait, l'univers a épuisé toutes ses ressources. Et le seul moyen de trouver des ressources, c'est de les prendre sur les cadavres des dieux morts, des dieux gigantesques, qui sont inspirés, en fait, des Éternals qu'on voit dans le film Éternal. Et ça, c'est juste le point de départ. Et ensuite, on suit surtout les aventures d'un vaisseau spatial qui travaille à découper le corps de ces dieux morts. Et c'est visuellement magnifique. Simone Di Meo, si vous vous souvenez, c'est lui qui a travaillé dans le Future State, le Harley Quinn. Oui, bien sûr. Ouais. Et visuellement, c'est splendide. Et petit à petit, on suit les aventures de ce groupe de 4-5 personnes. Et voilà, c'est onirique, c'est magique, c'est vraiment, les deux sont fantastiques, quoi. D'accord, ouais. Et ça, c'est paru chez iComics. iComics, ok. Ok, parfait. Deux belles idées là aussi. Moi, je les ai pas lues, ceux-là, mais c'est vrai que du coup, je pense que je vais me rajouter ça dans ma liste. Deux belles lectures. Merci Thomas. Tiens, Alexandra, quel est ton top de cette année 2021? Allez, je vais en donner 2 parce que sinon j'en ai tellement que j'ai aimé dans globalement mes lectures. 2 trucs différents qui plairont peut-être à des personnes différentes. Chez T'as Ankama pas le droit de dire Death Metal tome 2 et Death Metal tome 3. Non, mais je vais même pas parler de Batman, hein, pour te dire. Chez Ankama Édition, il y a Dans la tête de Sherlock Holmes, qui est sorti. Donc c'est avec Cyril Lirion et Benoît Dahan. En plus, qui sont 2 personnes formidables. J'ai eu la chance de les croiser et de les rencontrer avec les débuts. Et moi, j'étais là, oh mon Dieu, je suis tellement fan, c'est tellement bien. Ils m'ont dit bonjour, oh, c'est gentil. Je dis, oui, okay, vous êtes beaucoup trop sympa. Et donc, du coup, Dans la tête de Sherlock Holmes, il y a eu 2 tomes, hein, ça se finit en 2 tomes. Et c'est vraiment. Alors, si vous êtes fan de Sherlock Holmes, ça marche tout à fait. Et même si vous ne connaissez pas. Donc, Sherlock va évidemment être dans une enquête. Et au niveau du dessin, on va être dans sa tête réellement. Donc, le dessin il y a une sorte de fil rouge qu'on va suivre constamment. Et parfois, on va être en dehors et en dedans. Et très aussi dans l'interactivité, on va vraiment participer à l'enquête parce que ils vont faire des sortes de petits jeux qui vont être très courts. Hein, mais par exemple, il faudra à un moment donné plier la page de la BD pour apercevoir quelque chose à la lumière. Et c'est vraiment génial. Alors moi, je paraissais comme une débile avec mon mec. Là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, à la lumière avec ta BD? Il me dit, attends, je suis en train de trouver un indice, ok? Calme-toi. Donc voilà, on peut carrément se mettre un petit chapeau, une petite pipe dans la bouche et se sentir comme ce grand détective. Au niveau de la couleur, c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est des tons comme ça, pastel. En plus, chaque BD a un peu son univers. L'enquête aussi en soi est vraiment très pointue. Hein. On n'a pas tout de suite la réponse comme on peut l'avoir dans les magnifiques récits d'Arthur Conan Doyle ou même dans la série télévisée qui est sortie.
Enfin, il y en a eu plusieurs, mais moi j'ai en tête celle avec l'acteur qui joue Doctor Strange. J'ai oublié son nom. Cumberbatch. Voilà, ça c'est une de mes séries préférées autour de Sherlock Holmes. Et voilà, donc c'est vraiment, vraiment génial pour une idée de cadeau. Il faut absolument prendre ces 2 tomes. Enfin, bon. Allez-y, parce que c'est très frustrant quand on finit le 1. On a dû attendre quelques mois quand même pour le 2. Et l'autre conseil, ça serait Fatal chez Delcourt. Donc, ils ont sorti cette année une intégrale. Déjà, je suis très, très fan parce que c'est Ed Brubaker. Et je suis très, très fan d'Ed Brubaker. Ouais, Donc, maintenant, Brubaker, j'adore. je prends tout ce qu'il fait et c'est avec Sean Phillips. Et donc, du coup, on est dans l'univers qui est très... qui est très marrant chez Delcourt quand on est fan de comics. Donc, il y a aussi les comics Criminal qui sont top. Il y a eu Fondu au noir, il y a eu Un été criminel. Enfin, il y a vraiment aussi tout un univers. Et ça se concentre sur un des personnages. Donc, c'est pas obligé d'avoir lu les autres BD hein, pour comprendre. Mais c'est mieux, en fait. Ça fait tout un univers, on peut dire. Et donc, Fatal, on va suivre l'histoire d'une femme qui est dans les histoires avec des ripoux, avec un flic aussi dedans. C'est vraiment du polar noir parfaitement maîtrisé. Le dessin est génial. Et donc voilà, pour les amoureux de polar avec des personnages très nuancés, c'est très très top. D'accord, ok. 2 belles lectures là aussi avec Alexandra. Siegfried, quels sont tes conseils? Alors, ça m'amusait d'entendre ça parce que justement, j'ai lu We Only Fight Them When They're Dead, j'ai lu aujourd'hui, et j'ai lu Goodnight Paradise avant-hier. Goodnight Paradise avant-hier, mais aucun de ces 2 comics ne fait partie de mon top. Ah, Par contre, effectivement, désolé, je savais que tu serais déçu, mais désolé pour ça. Par contre, effectivement, j'avais vraiment adoré dans la tête de Sherlock Holmes. Enfin, c'est une manière de visualiser la manière dont Sherlock Holmes réfléchit pendant ses enquêtes qui est vraiment extrêmement novatrice, et j'espère qu'ils vont faire d'autres volumes après celui-là parce que c'est vraiment super. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs aussi, pour rebondir aussi sur ce que disait Alexandra, le Criminal Cruel Summer de Philip Seymour Brubaker, qui est vraiment une espèce de spin-off de Criminal, mais qui fonctionne vraiment très bien. Enfin, de toute façon, depuis Fondu au noir, pour moi, ça fait partie des... Enfin, pour tout le monde, hein, c'est pas très original, ça fait partie vraiment des duos un peu mythiques du comics contemporain. D'ailleurs, ils ont plein de prix à chaque fois qu'ils publient quelque chose. Mais ce que j'ai vraiment aimé, donc chez Marvel, j'ai été particulièrement marqué par le Beta Ray Bill de Daniel Warren Johnson, dont Alexandra a parlé tout à l'heure, qui est... bon, Daniel Warren Johnson, de toute façon, c'est un scénariste et dessinateur, c'est un des rares auteurs complets dans le comics états-unien, qui est vraiment assez phénoménal parce que son style ne ressemble pas c'est pas du tout un style catégorisé comics. Il a quelque chose d'un peu plus sale, d'un peu plus indé, qui est vraiment qui est de très coloré, d'un peu cartoon, qui est vraiment très chouette, qui fonctionne très bien, qui ajoute à la fois fraîcheur et une espèce de gravité à ce personnage de Beta Ray Bill, donc qui est une espèce de dinosaure, en gros, pour le dire vraiment très schématiquement, qui hérite en gros du marteau de Thor, mais qui, suite à un affrontement avec Thor, enfin, je dévoile pas les tenants aboutissants, perd son marteau et du coup perd une grande partie de ses pouvoirs. Mais c'est un super-héros, et justement au début de ce volume, on le voit tentant de défendre Asgard alors qu'il a perdu beaucoup de ses pouvoirs, donc il essaie de conduire les dieux d'Asgard, mais il subit une défaite assez cuisante, et Thor arrive lui avec son marteau et obtient la victoire, et du coup tout le monde l'adore, et Beta Ray Bill est extrêmement à la fois jaloux, amer de ne pas être à la hauteur. Il va partir dans une longue quête personnelle pour obtenir lui aussi de nouveau un marteau qui lui permette à la fois de retrouver son autre apparence, une apparence plus humaine et plus aimable, et des pouvoirs qui lui permettent à nouveau de se sentir bien, de se sentir vraiment Thor. Donc c'est une belle aventure, vraiment très divertissante, c'est super bien dessiné. Mais je triche un peu parce que ça fait pas partie de mes 2 vrais coups de cœur. Mes 2 vrais coups de cœur, mais pour le coup, qui sont vraiment exceptionnels et qui font partie de... Enfin, il y a notamment Mind il a trouvé la combine pour en dire 4. Ouais, quand même pas. Il y en a 2 qui sont vraiment exceptionnels. Bon, le premier, c'est chez DC Comics, c'est Strange Adventures de Tom King. Enfin, c'est un scénariste dont on sait que je l'aime beaucoup, même si je suis aussi souvent très déçu par ce qu'il fait. Mais c'est Strange Adventures, donc c'est dessiné de nouveau par Mitch Gerads, qui avait notamment fait Mr. Miracle avec Tom King, l'exceptionnel Mr. Miracle avec Tom King, et qui est accompagné cette fois de Evan Shiner.
Et si vous avez aimé Mr. Miracle, c'est vraiment la suite spirituelle de Mr. Miracle, puisque c'est une réécriture d'un personnage de comics des années 50, un peu oublié, mais de nouveau avec tout ce qu'il faut d'introspection, de paranoïa, de remise en cause complète, à la fois morale et politique, et même simplement remise en cause du réel dans lequel le personnage croit baigner, puisqu'on découvre que peut-être que tout ce qu'il a vécu, toutes ces histoires qu'il raconte sur Terre, de la manière dont il a sauvé une autre planète, dont il est le héros d'un autre monde, peut-être que tout est complètement faux, peut-être que en fait derrière tout cet or se cache une vraie ordure. Enfin, on est vraiment sur tout ce que King et Gerards aiment faire, avec toujours ce génie de King et Gerards pour une certaine séquentialité, un certain découpage, une vraie puissance évocatrice dans l'enchaînement des cases pour vraiment révéler les tenants et aboutissants du monde intérieur des personnages. Donc c'est pas aussi percutant que Mr. Miracle, mais c'est vraiment un comics marquant. D'ailleurs, petite anecdote, c'est le seul comics que j'ai acheté cette année. C'est Strange Adventures que je me suis offert pour Noël, donc il sort dans 10 jours seulement, mais voilà, j'ai commandé pour l'avoir dès sa sortie, et c'est le seul comics que j'ai acheté cette année, donc c'est dire. Donc c'est uniquement en VO, il sort enfin en hardcover la semaine prochaine, et donc il sortira très très probablement chez Urban l'année prochaine, sans doute à l'été ou à l'automne prochain. Et mon autre gros coup de cœur, c'est le Mind Management de Matt Kindt, qui est en 3 volumes. Le 3e volume est sorti en début d'année chez Toussaint Louverture. Et c'est assez difficile à décrire parce que c'est une espèce de thriller d'espionnage paranoïaque sur des personnages qui sont des agents avec des espèces de super pouvoirs qui se sentent traqués par une agence, mais en fait c'est peut-être eux qui traquent l'agence. Scénaristiquement, c'est quelque chose qui est quand même assez classique, mais en termes de dessin et même en termes d'édition, c'est simplement exceptionnel. Du coup, ça rend ça assez difficile à résumer, mais il y a un vrai jeu de pistes qui se fait dans les pages, puisque Matt Kindt n'hésite pas à mettre des petits passages secrets dans les marges, dans le pli du livre, parfois en transparence. Enfin, il y a vraiment tout un jeu. D'ailleurs, Matt Kindt a lui-même supervisé la création d'un jeu de société sur ce jeu Mind MGMT, qui de nouveau regorge de petits codes, d'effets ultraviolets. Enfin, c'est assez exceptionnel comme univers. Et bon, Matt Kindt, c'est un des meilleurs scénaristes, et en l'occurrence dessinateurs, mais parfois il scénarise aussi, et dessiné par d'autres, états-uniens. Et ouais, c'est assez difficile à dire, mais c'est vraiment une expérience que je recommande, parce que c'est à la fois, c'est vraiment très paranoïaque, et je pense que c'est la définition même de la paranoïa en bande dessinée, tellement le lecteur est un peu perdu dans un très 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 riche jeu de pistes entre les personnages et avec le lecteur pour essayer de discerner le vrai du faux, et ça crée vraiment un univers qui est absolument foisonnant, alors que c'est juste en soi des personnages avec des pouvoirs. Enfin, c'est le truc le plus classique du monde dans le comics états-unien, mais c'est vraiment géré d'une façon à la fois humaine, aventureuse et paranoïaque, qui est assez fascinante. Donc je recommande vraiment. Voilà, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs comics de ces 10 dernières années. Donc c'est une recommandation très très chaleureuse. Et voilà, heureusement, ça rentre dans ce top 2021, parce que le 3e tome est sorti chez Toussaint Louverture en tout début d'année. D'accord, ok, c'est noté. Super. Alors, on va peut-être passer à la dernière partie, du coup. La fameuse partie sur nos attentes de 2022, du coup, parce que ce sera déjà en 2022. Waouh, ça passe vite. Du coup, je vais laisser la parole à notre invité, Thomas. Honneur à toi sur ta plus grande attente pour 2022. Alors, il y a encore une fois, il y en a 2, mais je vais être très rapide. Alors, il y en a une qui va être assez logique, puisque ça reprend ce que j'ai dit au début. C'est le Nightwing de Taylor et de Redondo. Forcément. Ouais, j'ai très hâte, parce que d'une part, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait ensemble sur le Suicide Squad, et j'aime plutôt beaucoup le personnage de Nightwing. Et j'ai juste vu sur Instagram les couvertures qui déjà me donnent vraiment très envie de voir la suite. Ouais, il y a ça. Ça a l'air pas mal. Ouais, et ça sort en janvier, je crois, le tome 1 ou février. En tout cas, ça devrait pas tarder. En janvier, je crois. Ouais. Et autrement, j'ai assez peu d'informations, mais je sais que Urban va sortir des intégrales autour de Batman, en fait, qui, je crois, vont s'appeler Batman Chronicles. Et moi, j'adore ce format-là. Je le suis beaucoup chez Panini, parce que j'aime bien avoir sur une année l'évolution des personnages et l'intégralité de ce qui sort sur une année, parce que déjà on voit les connexions entre différentes séries ou pas, et on voit aussi que c'est souvent lié à l'époque,
Donc moi, ce jeu avec l'histoire, ça me passionne. Et je crois qu'il commence par l'année 1984, si j'ai bien suivi, où il y aura à la fois Batman Year One et je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, ça. Il me semblait que c'était 87, mais effectivement, avec Year One et la naissance du démon, je crois que c'est 87. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. En plus, a priori, ce serait un format différent, une couleur différente. Donc, vraiment, c'est du Batman, mais ils prennent quand même un certain risque, et donc, hâte de voir ça. Pour le coup, ils commencent quand même d'une façon relativement safe en mettant. Ils trichent un peu parce qu'ils mettent Batman, le fils du démon, donc ils mettent un récit complet quand même pour s'assurer que les gens en aient pour leur argent, n'aient pas juste une succession d'histoires pas de patrouiller les unes avec les autres. Et voilà, ils mettent quand même du Frank Miller. Donc ils commencent avec une année qui est quand même plutôt bonne. Ouais. On verra après quand il s'agira de juste mettre de la pure continuité avec des auteurs moins connus dans les volumes suivants, à quel point ils y parviendront à tenir le pari, mais c'est assez stimulant comme. Je sens que Siegfried va être pointilleux dans ses nouvelles anthologies l'année prochaine. Mais c'est comme les drogués, c'est comme les drogués. La première dose t'attire les gens à un truc facile, et puis après, tu proposes la suite, quoi. Belle image, c'est une belle image, effectivement. Tiens, Alexandra, quelles sont tes attentes ou ton attente principale pour l'année 2022? Alors, en 2022, je crois que c'est en février, excusez-moi, je tape en même temps pour vérifier, il y a Batman The Imposter qui va sortir, et j'ai très, très, très hâte. En fait, j'ai un ami libraire à Toulouse, Guillaume, si tu nous entends, mais tu n'es pas mort, hein, mais tu nous entends. Salut Guillaume. Qui, du coup, lit énormément de VO et qui l'a déjà lu. Parce que moi, du coup, je suis la VF, sinon je n'aurais plus de temps pour vivre. Et ça a l'air tellement bien. Bon, c'est du DC Black Label. Après, ça veut dire ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà, ça annonce quand même du bon cru, parce qu'on avait fait, je me rappelle, un podcast où on avait quand même dit qu'il y avait une qualité dans ce label-là. Ça va retracer, donc on revient, je sais, ça paraît un peu bateau, mais on revient un peu sur les origines du Chevalier Noir, mais je sais pas, je m'attends à un truc dark. En scénariste, il y a Mattson Tomlin. Il y a l'artiste Andrea Sorrentino, qui a fait Joker Killer Smile, Batman The Smile Killer, Green Arrow, des trucs comme ça, quoi. Donc au niveau dessin, c'est plutôt cool. Et voilà, il y aura quand même apparemment une version du Bruce Wayne assez tragique. Donc ça veut dire que ça laisserait place à du Batman et à aussi du Bruce Wayne. Donc moi, ça m'intéresse, cette dualité. Voilà, j'ai très très hâte. Batman The Imposters, effectivement. Yes. Siegfried, pour toi, ce sera quoi les attentes pour 2022? Ça rejoint un peu ce qu'on disait depuis le début, en fait. Mes attentes, elles portent surtout sur le Black Label, parce que j'attends plus grand-chose de la continuité pour le moment, et parce que ça fait toujours plaisir de laisser à des auteurs assez forts l'occasion de s'exprimer et de s'emparer vraiment d'un personnage pour une histoire courte où ils peuvent raconter un peu ce qu'ils veulent sans avoir à se soucier de continuité, d'homogénéité graphique, de conditions éditoriales, etc. Donc j'ai pas forcément regardé ce que ça allait raconter, mais je suis juste hypé par le tandem d'auteurs concernés à chaque fois. Donc évidemment, il y avait Batman The Imposter, parce que c'est quand même Andrea Sorrentino. Il y avait Batman contre Bigby, donc un croisement par Bill Willingham de Batman avec l'univers du comics Fable de Vertigo, qui est un comics que j'apprécie énormément. Il y avait le Suicide Squad Get Joker de Brian Azzarello, donc ça m'a moyennement, mais dessiné par Alex Malayev. Donc là tout de suite, on entendrait pratiquement Aliénor s'écrier. C'est ça. Que ça sorte, même s'il n'est pas là, on l'entend quand même. Et évidemment, celui dont beaucoup parlent depuis assez longtemps, c'est le fameux Batman reptilien, scénarisé par Garth Ennis sur Batman, dessiné en plus par Liam Sharp. Là, ça promet quand même d'être assez lourd. En plus, ça sera sur 6 fascicules, donc avec le temps de raconter une histoire plutôt ample. Donc ça peut être un chef-d'œuvre comme ça peut être n'importe quoi, mais je pense vraiment que ça a moyen d'être une grosse sortie l'année prochaine. Ouais, de grosses sorties, ouais. Donc là, malheureusement, 2022 sera peut-être meilleur que 2021, alors. Mais là, malheureusement, je ne parle que de la sortie des hardcovers en VO. Donc je sais pas à quel point Urban va suivre en VF. Normalement, ils suivent quand même à peu près bien, puisque tous ces numéros sont déjà sortis en fascicule états-unien. Donc là, c'est juste la sortie des hardcovers en 2022 aux États-Unis. Donc ça pourrait être plus ou moins simultané avec une sortie hardcover Urban, mais j'ai pas vu d'annonce Urban peut-être. Donc peut-être qu'il y en a un ou deux là-dedans qui sortiront en 2023, mais tout sortira en VF, c'est presque sûr. Parce que comme vous le voyez, c'est quand même extrêmement prometteur. Donc disons que ça peut être attendu pour la fin de l'année, peut-être.
Ouais, c'est tout à fait possible, au moins pour certains du Suicide Squad par exemple, mais voilà, ça s'annonce quand même mieux que 2021 quoi, de ce côté-là. D'accord. Alors, juste pour rajouter une petite touche hors comics, pour finir ce podcast, moi je vais dire que mes attentes vont se placer sur le film The Batman, qui arrivera le 2 mars, forcément. Voilà. Après, il y a effectivement les jeux vidéo. Retrouver un jeu Batman Arkham, par exemple, donc le prochain Batman Arkham, ou avec les Arkham Knight, ou alors le jeu Suicide Squad par Rocksteady. Donc, pareil, je pense que c'est deux jeux et films, et ce film que je vais attendre pour cette nouvelle année aussi, en dehors des comics, parce que bon, on a fait quand même pas mal le tour des comics. 2022 sera peut-être d'un meilleur cru que 2021, c'est possible. En tout cas, j'ai l'impression que vous étiez pas mal hypé là par quelques prochaines sorties. 2021 n'a pas convaincu tout le monde, mais on a quand même trouvé des tops. On a quand même parlé de choses vachement bien, vachement intéressantes. Et puis, sur ce, on va conclure ce podcast. Donc, merci Thomas pour ta présence sur ce podcast ce soir. Merci à vous surtout de m'avoir invité. J'ai passé un très agréable moment. C'est un plaisir. Je te laisse aller voir le fan-film Batman Dying is Easy. Et merci Alexandra, merci Siegfried pour votre participation au podcast. Et merci encore à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Du coup, 2021 va bientôt s'achever à l'heure où on va publier ce podcast. Donc, finissez très bien l'année, profitez de vos proches. Et on se retrouve en 2022 pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Merci. Salut, à bientôt. Au revoir.